Nous sommes dernièrement sur une bonne lancée d'épisodes du Bestiaire de l'horreur et je ne comptais pas m'arrêter en si bon chemin. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une créature qui a marqué les esprits par son réalisme glaçant. Une figure qui mélange horreur psychologique et possession démoniaque et qui est devenue culte chez les fans de found footage. Une entité maléfique issue du cinéma d'horreur américain indépendant et qui a durablement marqué bon nombre de spectateurs, alors que d'autres ignorent encore totalement son existence. Selon moi, ce sont là de bons ingrédients pour un programme prometteur. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bestiaire de l'horreur consacré à Deborah Logan. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? A priori, si vous êtes fan de found footage ou mieux, que vous êtes un habitué de la chaîne, vous la connaissez déjà. Mais Deborah Logan apparaît dans L'étrange cas Deborah Logan, réalisé par Adam Robitel en 2014. C'est son unique apparition à ce jour dans ce film qui se présente au départ comme un faux documentaire sur la maladie d'Alzheimer, mais qui vire rapidement à la possession terrifiante. La Deborah qui donne son nom au film est brillamment interprétée par Jill Larson, dont la prestation est absolument terrifiante et contribue grandement à l'angoisse du film, en rendant Deborah à la fois attachante, humaine, pathétique et monstrueuse. Rien que ça. Dans le film, Deborah est une mère veuve et très âgée atteinte d'Alzheimer, mais elle se transforme progressivement en une entité possédée, au corps déformé et au comportement inhumain, ce qui est très différent de ce qu'on pourrait imaginer pour une simple grand-mère malade, entre guillemets. Ainsi, son comportement et ses multiples transformations ont été à l'origine de plans purement cauchemardesques au potentiel traumatisant évident. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé de lui consacrer un épisode de mon bestiaire de l'horreur. Elle l'a bien mérité, tant son regard perçant m'a marqué à tout jamais. Donc, installez-vous confortablement, prenez-vous à boire, et laissez-moi vous raconter l'histoire terrifiante de Deborah Logan. Et si vous n'avez rien à boire, ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par Oli. Personnellement, j'ai découvert Oli à force que mon entourage me le recommande constamment, sachant pertinemment que je n'aime pas beaucoup les sodas classiques. Il ne cessait donc de me recommander les différentes gammes de chez Oli, persuadé que je finirais par trouver mon bonheur. Et ce fut le cas. Car oui, Oli, c'est fait avec des arômes naturels et c'est garanti sans sucre ajouté. Depuis que j'ai suivi leurs conseils, je n'achète plus du tout de soda dans le commerce parce que maintenant, à la place, je peux boire Oli Iced Tea. C'est toujours un plaisir, surtout avec le goût hibiscus vanille qui fait frétiller mes papilles gustatives et oui, c'est une bonne chose. En plus, ça se prépare en 2 secondes. Une dose, 500 ml d'eau, tu shakes et c'est prêt. Il y a la gamme Oli Energy, parfaite pour te booster et qui m'accompagne dans mes longues heures d'écriture et de montage, la gamme Oli Hydration, ou pour les gourmands, la gamme Milkshake. Ma préférée est celle de tous mes potes. C'est turbo validé. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous recommande le pack découverte qui contient 57 portions et que tu peux moduler pour choisir les gammes que tu préfères. En plus, si c'est ta première commande, le pack découverte plus le shaker inclus passe seulement à 49,99€. C'est le moment ou jamais de tester. D'autant que, évidemment, je ne viens pas les mains vides. Avec le code AZ5, vous bénéficierez de 5€ de réduction sur votre toute première commande. Et comme si ça ne suffisait pas, en utilisant le code AZ, vous aurez 10% de réduction sur toutes vos commandes. Alors, n'hésitez plus et passez à Oli dès maintenant en utilisant le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Quant à nous, nous retournons à l'histoire de Deborah Logan. En soi, Deborah Logan est une femme tout à fait ordinaire, une veuve vivant à Exuma, une toute petite ville de Virginie aux États-Unis, qui a élevé seule sa fille Sarah après la mort de son mari. Son histoire dans le film commence de façon tragique et malheureusement très réaliste. Diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer, elle accepte, à la demande de sa fille, de participer à un documentaire étudiant les effets de la maladie sur les patients et leurs familles.
Une équipe de tournage composée de nos personnages principaux, Mia, la réalisatrice, Gavin, le caméraman et Louis, le preneur de son, s'installe chez elle pour filmer son quotidien. Mais très vite, les symptômes d'Alzheimer se muent en quelque chose de bien plus sinistre au fur et à mesure que le comportement de Deborah se transforme de façon inquiétante. Elle se met à se mutiler atrocement en s'arrachant la peau, a des crises de somnambulisme aigu, devient très agressive avec son entourage, ou pire, semble apparaître et disparaître de manière surnaturelle et autour d'elle, des événements inexplicables se déroulent comme des objets qui bougent tout seuls. Bien sûr, ces comportements s'expliquent de moins en moins par la maladie et terrifient de plus en plus notre équipe de tournage, qui va alors enquêter sur le passé de Deborah et découvrir des choses plutôt inquiétantes. Ils vont apprendre que, dans les années 70, Deborah a été confrontée à une affaire criminelle particulièrement sordide, qui avait secoué la population locale. En effet, Henri Desjardins, un pédiatre québécois installé sur place depuis des années, connu et respecté de tous, mais atteint de la maladie de Lou Gehrig et donc condamné, s'est lancé dans une quête sanguinaire dans le but de prolonger sa vie. Son objectif était d'accomplir un rituel occulte monacan visant à lui octroyer l'immortalité, rien que ça. Pour ce faire, il devait assassiner 5 jeunes filles lors de leur première période de règles et leur dévorer au passage plusieurs parties bien précises du corps. La peau du visage, le foie et le cœur. Desjardins devait aussi leur introduire du venin de serpent, représentation du démon auquel il offrait ses sacrifices, directement dans les veines, et graver des représentations grossières du reptile dans la peau de ses victimes. Tout cela est évidemment bien sordide. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini. Alors qu'il avait déjà tué 4 pauvres jeunes filles, il tenta de s'en prendre à la fille de Deborah pour compléter son rituel. Et celle-ci, bien sûr, s'y opposa. Elle tua alors Henri et l'enterra dans les bois dans le plus grand secret, convaincue qu'elle avait débarrassé sa communauté d'un monstre innommable. Et pendant de longues années, ce fut effectivement le cas. Mais lorsque la maladie d'Alzheimer s'attaqua à la malheureuse, cela la fragilisa et ouvrit une porte à l'esprit de Henri Desjardins, renforcé par l'entité démoniaque à qui il avait vendu son âme, qui s'y engouffra, donc, prenant ainsi le contrôle de Deborah pour l'utiliser afin d'enfin compléter le rituel commencé plus de 40 ans auparavant, et avoir alors accès à l'immortalité. Au fur et à mesure du film, la possession s'intensifie, révélant le caractère surnaturel de la situation de Deborah. Au-delà de tout ce que j'ai déjà dit, elle commence à s'en prendre violemment à l'équipe de tournage. Mais du coup, elle se met à démontrer certaines caractéristiques assez spéciales. Son corps se contorsionne de manière inhumaine, elle se met à parler en langue étrangère qu'elle n'est pas censée connaître, comme le français, ce langage démoniaque. Évidemment, il s'agit de la langue maternelle de Henri, qui la possède déjà à ce moment-là. Et elle révèle même une force herculéenne, qui la rend capable d'éliminer des hommes massifs dans la force de l'âge sans aucune difficulté. Ça fait froid dans le dos. Mais pire encore, alors qu'elle avance dans l'accomplissement du rituel, elle agit de plus en plus de façon monstrueuse. Elle vomit des serpents et se change même en créature reptilienne terrifiante, capable d'ingérer la tête d'une petite fille comme s'il s'agissait d'un vulgaire œuf dur. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Cette scène est d'ailleurs l'une des plus marquantes du film, et encore aujourd'hui, elle continue de faire parler par exemple sur internet. Mais en plus de tout ça, notre Deborah possédée par Henri Desjardins est une entité particulièrement malveillante, à la personnalité bien sombre. Elle est tout simplement une incarnation tragique du mal, un mélange de victimes innocentes et de monstres impitoyables, corrompus par une force extérieure qui exploite ses faiblesses. À la base, elle est une femme aimante, agréable et tout à fait sympathique, mais la possession la transforme en un amas de rage, de haine et de sadisme pur. Toutes ses actions servent l'objectif de l'entité qui la contrôle, compléter le rituel inachevé pour gagner l'immortalité. Pour autant, le mal pur qui l'habite alors la fait commettre toutes sortes d'horreurs pendant le processus. Il n'y a plus la moindre ambiguïté chez elle. Le pire, c'est quand elle alterne entre ses différentes personnalités avec des moments de lucidité où elle supplie pour de l'aide et des explosions de violence où elle terrorise son entourage. Elle n'hésite pas non plus, en bonne victime de possession, à manipuler en jouant sur les émotions, en utilisant le passé de ses victimes ou en singeant la vulnérabilité pour les approcher et les frapper plus facilement. Deborah joue sur les apparences pour tromper à la fois le spectateur et ses proies. Comme pour toutes les autres victimes de possession, rien de ce qui émane d'elle ne peut être pris tel quel. Il faut constamment se rappeler qu'elle est habitée par une entité manipulatrice qui se sert d'elle comme d'un simple outil. C'est tout. Vu qu'elle n'apparaît que dans un seul film, son nombre d'adversaires est donc bien limité, et elle est très dure à affronter. Pour la simple raison qu'il faut déjà comprendre qu'elle n'est pas simplement malade pour pouvoir s'opposer à l'être vil qui la manipule de l'intérieur. Mais il y a tout de même quelques personnes qui se sont opposées au plan de Henri Desjardins.
Tout d'abord, Mia, notre étudiante et réalisatrice du fameux documentaire, qui ne reste pas simple spectatrice de cet horrible spectacle. Elle s'investit véritablement, enquête sur le passé de Deborah, puis sur les rituels occultes de Desjardins. Puis, nous avons Harris, voisin et ami de longue date de Deborah, qui l'avait aidé dans le passé à venir à bout de Henry, puis à garder son terrible secret profondément enfoui. Dans la confidence depuis le début, il est le premier à comprendre la vraie nature de la maladie de Deborah, et prend donc les devants pour l'aider, jusqu'à essayer de l'assassiner dans sa chambre d'hôpital pour arrêter Desjardins. Malheureusement pour lui, Deborah l'éliminera alors en un claquement de doigts. Puis, nous avons évidemment Sarah, la fille de Deborah, celle qui est à l'origine de la venue de l'équipe de tournage et qui était la proie de Desjardins, même si elle-même ne le sait pas. Dès les prémices d'Alzheimer, elle fera tout son possible pour aider sa mère et la soutenir dans cette épreuve, et ce soutien s'intensifiera au fur et à mesure que sa situation empirera. Elle ira jusqu'à demander à son amie intime, qui se trouve être la shérif locale, de leur prêter main forte, ce qui mènera à la mort de cette dernière. Enfin, nous pouvons citer Deborah elle-même, qui avait réussi à empêcher Henry d'accéder à l'immortalité en allant au bout de son rituel abominable. C'est à cause de cela qu'elle a fini par en devenir la victime elle-même, mais elle a continué à lutter le plus possible contre l'entité qui prenait lentement le contrôle de son corps et de son esprit. Malheureusement, ses adversaires n'auront pas tout à fait accompli leur tâche. Certes, ils auront réussi à retarder la clôture du rituel et même à sauver la vie de Deborah. Car oui, elle survivra à sa possession, mais complètement ravagée par la maladie d'Alzheimer. L'esprit perdu à tout jamais. Mais ils n'auront pas réussi à vaincre Henry Desjardins. En effet, Henry, à travers l'innocente Deborah, réussira finalement à aller au bout du rituel occulte qu'il avait commencé plusieurs décennies auparavant, et atteindra donc l'immortalité d'une façon plutôt inattendue, en volant le corps de la dernière jeune fille qu'il devait sacrifier. C'est donc ainsi que devaient s'achever ces cérémonies affreuses, non pas par un dernier meurtre, mais bien par le vol de l'existence tout entière d'une victime innocente. Et l'étrange cas Deborah Logan se termine donc sur l'image la plus horrible de tout le film. Le regard d'une jeune fille qui brille de cruauté et de satisfaction, celle du véritable antagoniste du film, Henry Desjardins. On pourrait s'arrêter là pour cette vidéo, mais ce serait passer complètement à côté de la véritable nature de Deborah et du principal intérêt du film. Vous l'avez certainement tous et toutes déjà compris, mais la possession telle que racontée par le film n'est en fait qu'une représentation terrifiante de la façon dont la maladie d'Alzheimer peut transformer une personne. Dès le départ, le film était inspiré par les témoignages de proches de malades atteints de façon avancée par cet horrible mal, et par le cauchemar qu'ils ont vécu. Ces gens, de la même façon que les personnages de notre film, ont vu des personnes qu'ils aimaient changer du tout au tout, leur caractère se volatiliser en même temps que leurs souvenirs pour devenir complètement différents, parfois même méchants, agressifs, incontrôlables ou étranges. La quasi-totalité des comportements de Deborah Logan, même les plus terrifiants, sont donc susceptibles d'avoir été vécus par de véritables personnes, qui ont vu leur mère, leur épouse, leur amie, ou ce que vous voulez, agir de façon hagarde, s'auto-mutiler, perdre complètement l'esprit par moments, parfois même peut-être, leur faire du mal ou leur dire des choses atroces. Ils les ont vus également changer physiquement et se détériorer au fur et à mesure que la maladie gagnait du terrain et qu'ils arrêtaient de prendre soin d'eux, parfois même perdaient leur conscience d'eux-mêmes et se laissaient totalement aller, ce qui provoque forcément une progression éclair de la vieillesse sur leur corps et leur apparence. À partir de là, faire un lien entre la possession démoniaque et la maladie d'Alzheimer, c'est tout simplement génial. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer si ce n'est un mal profond qui prend possession d'un être pour le rendre méconnaissable et le détruire de l'intérieur ? Le thème de la possession démoniaque, pour exprimer toute l'horreur de cette situation, s'imposait de lui-même, mais sans mettre de côté toute la tristesse qui en découle, celle des proches, mais également celle de la victime elle-même. Ici, Deborah était autrefois une femme élégante, agréable, fine d'esprit, une véritable battante qui ne s'est jamais laissée faire par la vie, s'est toujours battue, même après la mort de son mari, même lorsqu'on a cherché à s'en prendre à sa petite fille. Et même une femme aussi brillante, aussi belle, aussi fascinante, a fini par perdre contre Alzheimer et est devenue une sorte de cadavre ambulant, perdant pied avec la réalité et avec qui elle était autrefois. Elle n'était donc plus que l'ombre d'elle-même. Et cette situation est bien sûr beaucoup plus effrayante que n'importe quel film de possession. Et on peut même aller plus loin. Le fait qu'elle se fasse posséder par Desjardins, un fantôme de son passé, peut aussi être perçu comme une représentation spécifique de Alzheimer, et la façon dont de lointains souvenirs, parfois profondément enfouis, peuvent tout à coup refaire surface quand les autres, eux, se sont fait grignoter par la maladie.
Déborah est tourmentée par ses propres souvenirs, par sa propre conscience, et c'est pour ça qu'elle se met à creuser frénétiquement, même au milieu de la nuit. À la fois pour retrouver le corps de Desjardins, bien sûr, mais également pour retrouver ses souvenirs, des fragments d'elle-même. C'est brillant. Et tout ça fait de Deborah Logan un personnage très spécial au sein du cinéma d'horreur américain. Une antagoniste malgré elle, comme toutes les victimes de possession, mais dont le mal trouve ses racines dans le réel de façon tangible et limpide. Un parallèle peut être fait à ce niveau avec Regan, de l'Exorciste, dont la possession était également une allégorie des terribles maladies dont peuvent être victimes les enfants, ou nos êtres chers en général. Sauf que l'étrange cas Deborah Logan va encore plus loin dans la métaphore, en allant jusqu'à refuser la traditionnelle séquence de l'exorcisme, ce qui est déjà beaucoup plus rare au sein d'un sous-genre extrêmement codifié. Nous avons droit à une scène durant laquelle un prêtre refuse d'exorciser Deborah, en affirmant que la possession n'existe pas et que Deborah est tout simplement malade. Cette scène, anodine en apparence, est cruciale pour bien saisir le propos du film et la véritable nature de notre antagoniste. Et narrativement, elle est aussi géniale. Et c'est avec ces mots pour le moins positifs que nous nous approchons à grands pas de la conclusion de cet épisode. Les origines de Deborah, ainsi que son lien avec des rituels occultes réels et des maladies neurologiques, ancrent son mythe dans une réalité relative et troublante, mêlée de pseudo-éléments historiques qui renforcent sa tangibilité. Une incarnation du mal qui frappe au cœur de la famille, capable de s'attaquer à n'importe qui, n'importe où, sans aucune raison apparente, tout en exploitant les faiblesses du quotidien. En découle une figure surnaturelle qui transcende les clichés de l'horreur liés au found footage et se libère des codes pourtant rigides du film de possession. Mélange de ruse, de puissance brute et de terreur psychologique, Deborah incarne le mal qui se nourrit de la perte d'identité et de la faiblesse humaine. Enfin, sa capacité à pervertir les liens familiaux et à manipuler les esprits en fait une antagoniste aussi fascinante que terrifiante. Tous ces éléments ont contribué à rendre Deborah culte auprès des fans d'horreur indépendantes et ont fait d'elle l'un des visages de l'horreur psychologique des années 2010. Et donc, après tout ça, Deborah est devenue réelle. Alors, la prochaine fois que vous rendrez visite à une personne âgée atteinte d'Alzheimer, méfiez-vous de ce qui pourrait se cacher derrière les oublis. Vous pourriez bien repartir de là avec un petit quelque chose en plus, profondément ancré en vous. Et n'oubliez pas non plus d'accorder du respect au personnel qui s'occupe d'elle, là où vous vous retrouvez complètement démunis. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit bestiaire de l'horreur, j'espère que vous l'aurez apprécié. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo, et n'oubliez pas que vous trouverez tous les liens et codes dans la description si vous voulez essayer leur boisson et profiter de plein de tarifs avantageux. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.